le secret de Polichinelle. Alors, Puccinella est un personnage de la Commedia dell'arte, et c'est un personnage double. Il est à la fois sot, insolent, méchant, poltron, mais également courageux, astucieux, plein d'esprit et de débrouillardise. Pour l'histoire, son costume se compose d'une grande blouse blanche serrée à la taille par une ceinture de cuir, un pantalon large et plissé, un chapeau pointu, et son masque est noir avec un nez crochu. Vous savez que chaque personnage de la Commedia a un masque différent, un mode de langage particulier et une attitude qui lui est propre. Alors, dans un épisode de ses aventures, alors qu'il est le page d'un roi, Puccinella veut se venger d'un seigneur extrêmement prétentieux qui se vante d'être extrêmement léger à la danse. Puccinella évoque alors devant le roi que ce seigneur a une infirmité cachée. Comme le roi ignore tout de cette infirmité, Puccinella la lui révèle sous le sceau du secret. Ce seigneur aurait le corps couvert de plumes. C'est ce qui expliquerait sa légèreté à la danse. Puis il fait de même avec tous les courtisans en recommandant le secret à chacun d'entre eux. Bientôt tout le monde est au courant, mais chacun est tenu de ne confier ce secret à personne. Voilà. Alors, on peut aussi ajouter à propos de Puccinella, c'est pas totalement innocent, même si cela ne rentre pas directement dans notre propos d'aujourd'hui, l'expression avoir un polichinelle dans le tiroir, c'est-à-dire être enceinte, mais vouloir cacher cette grossesse à tout le monde. Alors, le secret de Polichinelle est illustré par une histoire bien connue, dite Le Roi Nu. Le Roi Nu, et il s'agit en fait d'un conte d'Andersen intitulé Les habits neufs de l'empereur. Dans cette histoire, un roi ne se soucie que de sa vêture. Alors arrivent au royaume 2 tisserands qui prétendent confectionner pour le roi les habits les plus splendides que l'on puisse imaginer. De plus, ils se déclarent quelque peu magiciens, car ils indiquent au roi que le vêtement qui lui tisse sera transparent pour les imbéciles ou pour ceux qui ne conviennent pas à la fonction qu'ils occupent. L'habit sera transparent, invisible pour cela. Les 2 artisans se mettent au travail sur un métier à tisser. Le roi, intrigué de leurs prétentions et inquiet de la réalisation du travail, leur envoie successivement 2 personnes pour vérifier l'exécution de la commande. D'abord, son plus vieux ministre, dont il ne doute ni de l'intelligence, ni de ses capacités à exercer ses fonctions, puis d'un autre fonctionnaire, également fort compétent, et à sa connaissance, pas idiot du tout. Donc, ils sont tous les 2 missionnés pour cette expertise. À leur grande stupeur, les 2 notables voient travailler les tisserands sur un métier avec un tissu totalement invisible. Ils en déduisent ainsi fort intelligemment qu'ils sont tous les 2 très bêtes. Ce qu'ils ne veulent évidemment pas paraître au roi et lui affirment que l'habit en confection est absolument magnifique.
Le roi lui-même, au moment de vêtir cet habit, en constate l'extraordinaire transparence. Et il se refuse alors de s'afficher crétin et vante à lui aussi la beauté du vêtement. Lors de sa parade dans la ville, avec le peuple averti de la caractéristique magique des tissus, le peuple ne voulut confesser une éventuelle débilité et acclama la splendeur de l'habit neuf. Ah. Alors, seul un enfant dénonce, mais il n'a pas d'habit du tout. La foule alors, selon le conte, est délivrée de son secret et crie que le roi n'a pas d'habit du tout. La morale naïve de l'histoire consiste alors en ce que la vérité sort de la bouche des enfants. Faible, à mon sens. À y réfléchir, en toute logique, la foule aurait dû rire en disant « Mais que cet enfant est bête! Il ne voit pas les splendides habits du roi !» Les tisserands l'avaient dit, les imbéciles ne voient pas l'habit du roi. Nous qui sommes intelligents, nous pouvons en admirer la splendeur. On peut, à un second degré, également comprendre. Le roi s'est fait berner par deux escrocs. Cette histoire de costume invisible par les imbéciles est une supercherie, mais le roi le croit. Donc le peuple pourrait dire, je sais que c'est une supercherie, et je sais que tout le monde le sait, mais personne ne sait que chacun sait que tout le monde le sait. Personne ne le dit pour ne pas ridiculiser le roi. Et l'enfant ne sait pas cela et dit ce qu'il voit et que voit tout le monde. Alain Didier-Veil, du temps de l'école freudienne de Paris, nous a fait un schéma qui lui servira ensuite dans plusieurs constructions théoriques qui, à mon sens, rend compte du principe du secret de Polichinelle. Schéma d'ailleurs qu'à l'époque il avait épinglé sur le schéma L de Lacan. Alors, nous n'avons pas de tableau ni de paperboard, je vais vous demander d'essayer de me suivre dans le raisonnement qui demande quand même une petite gymnastique d'esprit. Une personne A confie à une autre personne B que C, une troisième, est un menteur. Ou par exemple que C, ton épouse, t'a trompé. En considérant que B veut malgré tout garder, pour des raisons qui ne le regardent que lui, de bonnes relations avec cette épouse qui l'aurait trompé, informé en cela par A, il décide de garder ça pour lui. Donc, C, ignorant l'information qu'a reçue B et C peuvent toujours entretenir de bonnes relations, du moins des relations conviviales. Mais A va voir C, l'épouse on va dire, et lui confie qu'il l'a balancé à B. Alors B et C connaissent la vérité. C est un traître ou mon épouse est infidèle. Mais B ne sait pas que c'est le C. Et à ce stade, ils peuvent encore entretenir les mêmes relations. A poursuit son entreprise d'informateur pervers. Et il va dire à B, j'ai dit à C, ton épouse, que je t'avais dit que tu étais un traître ou que tu l'avais trompé. B et C savent la vérité,
B sait que C le sait, mais B ne sait pas encore que C sait qu'il le sait. Vous me suivez toujours? Oui. Leur relation est donc toujours possible. A termine son travail en disant à C, l'épouse, j'ai dit à B que tu étais un traître, et je lui ai dit que je t'avais dit que je le lui avais dit. D'accord? À ce stade, B et C connaissent la vérité, ils savent que l'autre le sait, et ils savent que l'autre sait qu'il le sait. À ce moment, et seulement à ce moment-là, le roi est nommément nu. Et B et C ne peuvent plus faire comme si de rien n'était. Je sais que tu sais que je sais. Il faut ces 3 étages pour démasquer le secret de Polichinelle. Une vérité est tenue secrète. Aucun du grand nombre ne doit en avoir connaissance. Immanquablement, dans un schéma pareil, se produit une fuite. Un du grand nombre est au courant et transmet à tous les autres. Directement. On est alors, à ce moment-là, directement au 3e niveau du schéma d'un lundi d'éveil. Chacun sait que l'autre sait et sait que l'on sait. Le secret est dévoilé et cette divulgation, alors, peut avoir les effets que l'on voulait éviter en faisant un secret de la vérité ici dévoilée. Dans le cas de Polichinelle, on reste à un autre niveau. Chacun sait, mais ne sait pas que l'autre sait. Et la vérité cachée, c'est-à-dire connue de tout le monde, ne peut avoir les effets que l'on craignait qu'elle ait si elle n'était pas tenue secrète. On est là, en fait, au niveau 1 du schéma d'un lundi d'éveil. Le niveau 2 garantit encore le secret. Chacun sait que chacun sait, mais personne ne le sait. Il faudra l'exclamation de l'enfant pour que le secret ne tienne plus. C'est ce qui me fait dire que le secret de Polichinelle est le secret le mieux gardé au monde. Une autre histoire que raconte également Alain Didier Veil est la suivante. Un enfant, encore un enfant, une enfant d'une importance quand même tout à fait particulière, un enfant donc dit à sa mère avec qui il se promène, « Maman, regarde le monsieur, il est bossu. » Sa mère de répondre, « Tais-toi, voyons, il pourrait t'entendre. » Et très logiquement, l'enfant dit, « Pourquoi, tu crois qu'il ne le sait pas ?» Évidemment, l'enfant révèle ce que tout le monde sait, y compris bien sûr le bossu. Ce roi-là sait qu'il est nu. Mais cette bosse doit rester tue. Secret de Polichinelle. La bienséance en fait un non-savoir, un secret. L'origine de l'expression secret de Polichinelle que je viens d'indiquer au tout début de mon intervention a ceci malgré tout de problématique. Ce que raconte Puccinella à tout le monde est un mensonge. Hein, le Seigneur a le corps couvert de plumes. Il me semble que ce qui doit être mis sous le sceau du secret est fatalement du côté de la vérité. Il y aurait quelque chose d'étrange à évoquer un mensonge caché. On va vous révéler un mensonge caché, quelque chose qui ne va pas. Hein, le mensonge n'est jamais caché. Hein, c'est un acte volontaire, exhibé sur la place publique et donc destiné justement à cacher
la vérité. À cet égard, le non-vrai est différent du mensonge. Je dis le non-vrai car le faux ne serait pas le contraire du vrai. Le contraire du vrai, on va dire, c'est l'insignifiant. Pour se tenir cela, je cite Thom, le mathématicien. Thom, un jour, déjeunait avec Lacan, et à la fin du repas, il a dit à Lacan, ce qui limite le vrai, ce n'est pas le faux, c'est l'insignifiant. Lacan aurait alors, paraît-il, pris un air songeur et aurait dit « Cela me retient, cela me retient ». Quand quelqu'un pouvait faire une leçon à Lacan, hein, voilà. Alors, le secret se veut dissimuler une vérité donc signifiante, qui a des effets, qui s'inscrit dans l'ordre du signifiant et donc glisse métonymiquement. Tenue au secret, elle n'engendre plus d'effet, il n'y a plus ni métaphore, ni métonymie. Le secret s'inscrit dans une distance avec le savoir, et le savoir insu a donc fonction de secret. Le savoir insu, en tant qu'insu, ne devant pas arriver à la connaissance, a statut de vérité. La vérité qui parle par le sujet. Moi, la vérité, je parle, est vérité cachée. Le secret de Polichinelle, vérité connue de tout le monde, n'engendre pas d'effet. C'est ce qui est le but du secret. Dans les aphorismes qu'il a rédigés dans son ouvrage de la certitude, Wittgenstein, donc le dernier ouvrage de Wittgenstein, qu'il terminera 2 jours avant sa mort, Wittgenstein indique que « je sais » implique inéluctablement « je sais que je sais ». Je sais et je suis au fait que je détiens ce savoir. Un seul niveau de savoir est insuffisant. Sans le second niveau, nous sommes en présence du savoir insu. À savoir, et justement si je peux utiliser ce terme de savoir, quelque chose de l'inconscient. Je sais que, mais je ne sais pas que je le sais. Ce savoir reste insu. Je sais que personne ne possède le phallus, mais je ne sais pas que je le sais. Et ici, ce savoir insu, qui n'est pas un non-savoir, n'est pas sans effet. D'autant plus que ce non-savoir est partagé. Partagé n'est justement pas le terme. Au contraire, ce savoir est plutôt mis en commun avec la totalité des sujets parlants. Et à cet égard, c'est précisément le secret de Polichinelle. La psychanalyse a cette tâche extraordinairement difficile de révéler le secret de Polichinelle, de le révéler à celui qui parle dans la démarche analytique, entre la révélation de ce que chacun sait sans savoir qu'il le sait. Octave Manoni, dans sa traduction française du terme de Verneinung, par la locution « je sais bien mais quand même » est très proche du secret de Polichinelle. Le « mais quand même » pointe l'insu du premier niveau de savoir. Et Manoni développe cette locution avec l'exemple « je sais bien que la femme n'a pas de pénis, mais quand même ». Cette non-vérité
intégrée dans le mais quand même, n'est pas sans effet. Elle fait symptôme. Si le peuple est incapable de voir les splendides habits du roi, c'est qu'il est con. Pourquoi le terme de con, dénomination argotique de l'organe sexuel féminin, est-il synonyme de bêtise? Peut-être parce que est irréductiblement bête celui qui ne connaît rien à la femme. Entre autres, qui croit encore, bien qu'il sache que non, mais quand même, qu'elle porte un pénis. Là, cette vérité de Polichinelle, seul le passage par la psychanalyse permettra d'énoncer. Le secret de Polichinelle, donc, concerne l'évidence. Lorsque Lacan nous dit qu'il faut évider l'évidence, on peut entendre qu'il fait référence au leurre. L'évidence comme leurre. Le leurre tient lieu et place de vérité. C'est le leurre qui met les choses en acte. C'est lui qui fera courir leur vie entière, Lancelot, Perceval et les autres, à la quête d'un reflet, d'un éclat de phallus qu'ils nommèrent le Graal. Toute évidence a cette fonction d'apparaître en lieu et place de la vérité, elle-même inaccessible. Le leurre, à condition d'y croire un moment, est ce qui permet d'avancer. L'habit ne fait pas le moine. L'habit, c'est le moine, nous disait encore Lacan. La vérité du moine se loge dans son habit, dans ce qui le représente, dans ce qui est un leurre du moine. Sganarelle, à Don Juan, lui expliquant que pour fuir ceux qui voulaient le mettre à mal, s'était déguisé en médecin, lui rapporte « Savez-vous, monsieur, que des personnes m'ont demandé une consultation ?» Don Juan, tu leur as dit que tu n'y connaissais rien. Sganarelle, pas du tout, monsieur. Par respect pour l'habit que je porte, je leur ai fait une ordonnance. Le leurre est ce à quoi tout le monde a accès. C'est un habit visible ou non. Le roi porte les habits que le peuple s'accorde à voir. Le peuple voit un roi nu, mais ne le dit pas. Le peuple voit les habits invisibles du roi. Le roi n'est roi que dans ses habits, tout comme le moine n'est moine que dans sa robe de bure. Lorsque le leurre est destitué, il n'y a plus de roi. Lorsque l'enfant dit « le roi est nu », la parole du roi affirmant « je porte les plus beaux habits de la terre » disparaît face au savoir insu de son peuple. Le peuple savait que le roi était nu, mais ne savait pas le savoir, leurré qu'il était par la parole mystificatrice des tisserands escrocs. Mais lorsque le leurre est dévoilé, le roi qui n'était roi que par ses habits n'est plus roi. Alors le peuple n'a plus de roi, ce qui n'était absolument pas ce qu'il souhaitait, le peuple. Et l'on peut craindre pour l'enfant démystificateur qu'il ne reçoive une sérieuse rouste. Étienne de la Boétie écrit en 1549 le Discours de la servitude volontaire, texte fondamental qui deviendra la référence première des théoriciens de la Révolution. Dans ce court traité, dans ce court essai, la Boétie pose une question fondamentale dans sa simplicité qui restera sans réponse malgré les quelques tentatives fort timides qu'il fera pour l'éclairer. Il se demande comment une seule personne
puisse en asservir des milliers, voire des millions. Il concède qu'une personne puisse être crainte de 10 et même de 100. Mais comment cette même personne peut-elle en asservir à elle seule 10 000, 100 000 ou 1 million? Question qu'il laisse sans réponse, mais question fondamentale. Alors, comment 10, 100, 1000, 1 million savent que le roi est nu et que pas un ne le dise? C'est peut-être le plus grand secret de Polichinelle, celui que même les révolutionnaires les plus déterminés taisent. Le roi est seul. Le roi, la loi, le signifiant du nom du Père. Dès que vous le voulez, vous pouvez le destituer. Mais alors... Bravo. Merci Jean-Claude pour cet exposé. Waouh, bluffant. Non, j'avoue que tu es passé par toutes les étapes entre les trois positions, les trois locuteurs, les trois temps, parce que ça rappelait aussi le travail de Veil. Il y avait les 3 temps de la loi. Voilà. Où tu démontes la mécanique de cette affaire du leurre, du semblant, et du nom du père, enfin en le liant du père, du phallus, etc. Bon, c'est, je trouve, hyper intéressant, parce que ça m'a permis d'entendre et de comprendre pour la première fois le rapport, je ne sais pas si j'ai bien entendu, mais voilà, ce que moi j'en retire, et que je trouve vraiment important, c'est le rapport qu'il y aurait entre je sais bien mais quand même, c'est-à-dire justement de Manoni par rapport au pénis, hein, je sais bien que les femmes n'en ont pas, mais quand même, et le peuple face au roi qui est nu et qui dit oh qu'il a des beaux habits. Et tout d'un coup, dans ce développement que tu as fait, dans ce déploiement, apparaît très clairement que c'est la même chose des deux côtés. Et que ça, c'est vachement intéressant. C'est-à-dire que c'est la même chose. Il est nécessaire, côté femme, de croire, qu'on sait bien, mais quand même, mais qu'il y a, quel long, hein, c'est-à-dire que c'est du leurre et qu'il faut ça, et que de l'autre côté, hein, pour parer à la castration, c'est-à-dire que pour nier, pour faire parade à l'angoisse de castration, et de l'autre côté, il faut que le roi, même nu, soit perçu, ou soit soutenu dans ce semblant qu'il est habillé, hein, sinon il n'y a plus de nom du père. En fait, les noms dupes errent. Absolument, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on pourrait là, je l'ajoute, et que du coup, il est insupportable, en effet, de s'attaquer au semblant. Et du coup, c'est pour ça que même si on sait que le roi est nu, on a intérêt à dire qu'il a des beaux habits. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, et c'est ce qui est soutenu par le un par un, d'accord? Oui, je sais bien que tu sais que c'est ce que tu as développé, en quelque sorte, comme quoi on n'est pas sans leurre. C'est-à-dire qu'on ne le vit pas sans leurre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose d'une inscription, d'un semblant du phallus qui soit en jeu, hein, et que tu as mis aussi, je pense, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec ça, mais que du côté du travail du psychanalyste avec l'inconscient, ce qui est opérant dans la cure, c'est justement ce secret, c'est-à-dire cet insu, c'est un su qui est là comme signifiant, hein, parce que là tu l'as magnifiquement montré avec cette histoire de vrai et du faux, que finalement l'envers du vrai n'est pas le faux mais l'insignifiant, hein, et l'insignifiant n'est pas du côté du leurre justement. Voilà. L'insignifiant n'est pas du tout de ce côté-là. Par contre, il est du côté du semblant. C'est-à-dire que le secret, hein, est nécessaire, car participe justement de ce maintien du semblant. Voilà. Le secret est au service du semblant, finalement. Voilà, de ce que j'entends de ce que tu as dit. Oui, tout à fait. Voilà. Ok. Sans réduire, mais je pense qu'on peut mettre le secret de ce côté-là. Voilà. Même si c'est pas la même chose, il est de ce côté. Il me fait entendre. Voilà. Je trouve ça vraiment,
comment dire, en plus tu l'as amené avec, comment dire, avec tout cet humour incroyable, enfin cette magnifique, donc pour moi c'est formidable, cette affaire du Polichinelle. De Commedia dell'arte. Mais oui, de Commedia dell'arte, parce que ça dit une vérité, en fait ça dit une vérité finalement du maintien de l'ordre, oui, oui. du certain ordre social. Voilà, enfin, moi c'est ça que ça m'inspire, d'avoir, en tout cas d'avoir pu poser comme ça des choses qui apparaissent finalement la plupart du temps séparées ou qui n'auraient aucun rapport les unes avec les autres. Alors je trouve que là, tu viens de montrer justement comment on peut faire des rapports entre ces différents plans. Voilà. Et que ça maintient la possibilité, en tout cas c'est au service de cette affaire de semblant. Et de circulation du phallus. Mais oui, mais bien voilà. sûr. Et de circulation du phallus. Voilà. Alors écoute, je ne sais pas ce que tu penses de ça, mais est-ce que ça te paraît... C'est exactement ça, oui. Et j'ai oublié de citer les noms du père, oui. Bien sûr. Parce que ça a à voir avec, du coup, complètement. Celui à qui on ne la fait pas, il est tout à fait dans les rangs. On pourrait même, d'ailleurs, mais là ça sera encore un peu plus compliqué, prendre le jeu de mots de Lacan qui était un petit peu là, un peu plus besogneux, mais qui est tout à fait au cœur de ça, l'insu que c'est de l'une bévue, voilà. celle amour. L'insuccès de l'inconscient, c'est l'amour là où ça rate, du côté inconscient, de cet insu, l'insu que c'est. Voilà. Et alors, qui donne l'insuccès. Je termine en disant que du coup, il y a autant d'insupportables d'un côté que de l'autre, c'est-à-dire que c'est aussi insupportable une femme sans pénis qu'un roi tout nu. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a de l'insupportable d'un côté. Et là où ton exposé est lié à l'actuel, finalement, si on fait le lien avec cette affaire de transparence, c'est que finalement, avec cette affaire de tabloïd, on pourrait dire, c'est-à-dire d'aller du côté de l'alcôve par rapport aux politiques, c'est-à-dire d'aller y voir de ce côté-là, y compris avec Hollande, enfin actuellement, c'est ce qui se passe aussi, il y a le semblant qui est attaqué. Il y a une attaque du semblant, et c'est ça qui est problématique, c'est-à-dire que dès qu'on y va du côté de la vie privée au sens, de la chambre à coucher, enfin voilà, des petites histoires de chacun, en ce qui concerne les politiques, l'habit en prend un coup. L'habit, c'est-à-dire la vêture, en prend un coup. Voilà. Et du coup, le symbole phallique, si vous voulez, chancelle. Enfin, il y a quelque chose qui, du coup, est altéré, on va dire, et que le semblant en prend un coup, et que le nom du père en prend un coup. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là qui fait vaciller, qui fait vacillement. Exactement. C'est à ce niveau-là que ça se passe. Voilà. Parce qu'on est quand même dans cette affaire-là. Enfin, c'est que le roi qui est nu, trop nu, c'est du Paris Match, justement, et c'est... voilà, c'est aussi la femme du président, enfin, on pourrait dire. On est de ce côté-là, quoi. Exactement. Et oui. Enfin, En ce cas-là, en ce sens que tu viens de dire, se rattache tout à fait à l'intervention de Véronique tout à l'heure. Oui, mais bien sûr, mais tu montres très bien aussi comment la psychanalyse a à faire avec ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, dans le déroulement de la cure, enfin, avec cette histoire du secret, de l'insu, c'est-à-dire de l'insu, comme nécessaire, c'est-à-dire comme nécessité. Voilà. Alors, bien sûr qu'il y aura des nuances à faire entre le secret, l'insu, le caché, ce qui est tu. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes catégories. Le fantasme. Voilà, le fantasme, etc. Parce que ce qui est tu, on pourrait aussi discuter de ça. Est-ce que ce qui est tu, ce qui n'est pas dit, est-ce que c'est forcément du registre du secret? Je trouve qu'il y a des nuances à faire. C'est pas forcément du registre du secret. C'est ce qui n'est pas dit. Est-ce que ce qui n'est pas dit est forcément du registre du secret? Vous voyez, pour moi, il y a parce que dans le secret, il y a quelque chose d'actif. Il y a quelque chose d'actif. Et il y a un moment, il y a une subjectivité à l'œuvre dans le secret. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a la pointe du sujet, elle est liée, si vous voulez. Voilà. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a il y a du refoulement à l'œuvre, il y a de l'invention, il y a quelque chose qui s'invente, comme disait Véronique, c'est la pointe, c'est là où on a une production subjective en fait.
quelque chose qui est, voilà, qui est à l'œuvre. Hein. Bien. Mais enfin, merci. Hein.